Bonjour à toutes et à tous pour notre séance 7, module 7 de notre cours d'été dans le cadre de la programme Fulbright et l'ambassade à Conakry sur donc les défis à surmonter dans le monde contemporain. Aujourd'hui, notre séance sera sur la diplomatie numérique et la gouvernance. Mais avant qu'on commence notre session d'aujourd'hui, un petit rappel pour celles qui n'ont pas encore eu le temps de remplir l'enquête. C'est très important pour nous. Donc, s'il vous plaît, faites-le ce week-end. On est une bonne trentaine de participantes et on a malheureusement environ une dizaine de réponses. Ça sera génial que vous puissiez donc compléter ce questionnaire encore ce week-end ou avant la session la semaine prochaine, mardi à 15 h, heure Conakry. Un deuxième petit rappel, ça concerne donc les exercices en ligne. Ici, dans les diapositives, j'ai mis le lien qui vous amène à un fichier vide où vous pouvez donc télécharger votre vidéo sur donc les questions des négociations. Et donc, vous pouvez également ici trouver avec vos supports et les fichiers en ligne. Donc, pour ce qu'on en a fait cette semaine, je voudrais justement rappeler qu'on a parlé donc de l'intelligence numérique et l'intelligence numérique est plus large que les questions d'intelligence artificielle et ou la littératie numérique. Donc, c'est l'ensemble comment on s'apprête à utiliser les outils numériques d'aujourd'hui, incluant donc les questions ou les outils d'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, ce que j'aimerais donc voir, c'est comment se passe cet espace et ces questions-là se transforment ou ont transformé le monde de la diplomatie. Je sais que c'est une question plutôt d'ordre international, mais vous verrez, aujourd'hui, les cas d'études reviennent à un niveau national et local, et donc vous pourriez utiliser ces connaissances et ces bases et ces exemples empiriques aussi à travers vos communautés et votre espace personnel. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'on va voir ensemble pendant cette séance? Donc, je vais d'abord brièvement définir ce qu'est la diplomatie numérique. En gros, c'est l'utilisation de ces technologies numériques par notamment les États ou les gouvernements, mais aussi les organisations internationales pour ou afin de mener donc des activités diplomatiques et de gouvernance. Et donc, ce qui me tient cher pour cette séance, c'est que vous puissiez mieux comprendre l'importance de la gouvernance en général dans les relations internationales et entre États, mais cette gouvernance numérique donc qui est basée sur l'utilisation ou donc sur le déploiement des outils numériques et comment elles ont donc transformé les relations internationales, comment elles influencent donc les politiques à travers les États, la communication entre les gouvernements et comment les processus de décision se font-elles à travers donc le déploiement de ces technologies. Et on va donc, à force de mieux comprendre, donc explorer et examiner ces outils numériques à travers quelques études de cas et on discutera donc aussi des défis et opportunités qu'ils posent à travers donc les différents champs.
d'utilisation et autres. Donc, pour en débuter, quels sont les outils numériques qui sont utilisés dans le monde diplomatique? Forcément, on en a parlé en début de semaine, c'est les réseaux sociaux en premier lieu. On a Twitter maintenant, X, ou Facebook qui est Meta, mais aussi le réseau professionnel, et vous en faites sans doute aussi partie, de LinkedIn. Et comment donc ces outils clés jouent un rôle à travers donc la communication entre États, entre entités diplomatiques, c'est-à-dire entre les ambassadeurs, entre les diplomates qui sont de moindre rang, mais qui font tout le travail et le travail de base qui fait que une négociation ou un traité peut être signé à fin de compte. Mais il faut aussi souligner donc un outil ou plusieurs outils qui rentrent dans le domaine de la communication et qui sont sécurisés. Vous avez peut-être utilisé le logiciel Signal. On emploie WhatsApp, tout le monde ici ensemble, pour partager des messages, pour communiquer entre nos séances. Et WhatsApp, c'est également une plateforme sécurisée. Une autre, c'est Telegram. Et donc, tout cela sont importants pour justement la communication confidentielle entre des parties. Mais en troisième lieu, j'aimerais aussi bien mentionner donc le big data, donc les grandes données et l'analyse de ces données, parce que c'est la quantité qui va nous permettre de voir certaines évolutions ou développements au sein d'un problème. Et donc là, on passera un peu de temps aussi pour regarder comment un tel processus fonctionne, et on va donc complémenter quelques connaissances qu'on a déjà vues en début de semaine, et cela concerne également le quatrième point ici que vous puissiez voir, c'est les questions ou l'outil de l'intelligence artificielle, et on n'aura pas trop de temps à y consacrer à travers une étude de cas, mais je la mentionne ici brièvement. Par exemple, lorsqu'il y a des négociations de commerce, beaucoup de participants aux dernières négociations qui ont eu lieu entre les États-Unis et l'Asie ont été faites avec l'aide d'experts qui se penchent sur des questions d'intelligence artificielle et qui utilisent ces outils-là. Et donc, pendant les sessions, on a déjà vu donc l'utilisation et le déploiement de logiciels et donc de pratiques où l'intelligence artificielle a aidé à mener des interrogations sur quelques questions clés et a donc proposé ou suggéré donc quelques solutions, quelques alternatives si on veut débuter à des négociations qui ont un succès, et on ne s'en va pas de la table les mains vides. Et donc, là encore une fois, c'est très, très efficace en termes de recherche de solutions rapides, mais bien évidemment, j'insiste et je veux encore souligner que l'utilisation de ces outils doit se faire dans un environnement, dans un milieu où les gens ont confiance dans les technologies et ont également confiance dans leurs partenaires. Donc, si quelqu'un utilise un logiciel ou l'algorithme, on en parlait la semaine, en début de semaine, où l'algorithme
a une structure préférentielle pour un des partis. Et donc, ça revient un peu à la triche ou à une défavorisation d'un parti à un autre. Cela peut poser de graves problèmes. Et donc, là encore une fois, ça doit se faire dans un milieu d'entente et donc de consensus pour vraiment sortir gagnant. Passons donc quelques instants quant aux réseaux sociaux et la diplomatie. Et bien évidemment, on l'a bien vu lorsque ma dernière visite au mois de septembre l'année dernière, l'ambassade forcément utilise ces réseaux et utilise donc ces plateformes afin de communiquer avec un public plus large. Et ici, encore une fois, l'ambassade vous envoie des offres, vous envoie des opportunités de participation à des séminaires, à des workshops, à des ateliers et à des cours gratuits des fois. Et ça, c'est grâce à ces plateformes et ces logiciels que vous avez téléchargés sur vos portables. Bien évidemment, cela peut également être utilisé pour influencer l'opinion publique en général. Donc, cela peut avoir un très, très grand enjeu sur les relations internationales. Et bien évidemment, le pour, c'est on arrive à convaincre, on arrive à mobiliser des gens pour une bonne cause. Mais d'autre part, il y a aussi le risque de désinformation du public et donc d'abus. Et on a vu ça lors un régime utilise la propagande ou limite donc l'accès de tierces parties à des plateformes justement pour simplement promouvoir un seul message. Et ça aussi, c'est très risqué, c'est très dangereux pour l'avenir démocratique d'un pays. Et tenez en compte aussi pour vos campagnes. Si vous rentrez dans la politique, vous aurez affaire à de la compétition, à des concurrents et donc à un milieu où on peut désinformer le public et on va lancer une contre-campagne si vous vous avez le vent en poupe et vous avez de fortes chances de gagner et la concurrence veut forcément éviter cela. Donc, un très bel exemple donc de l'usage de Twitter, maintenant X, c'était donc l'ancien président américain Barack Obama qui, avec ses tweets, a beaucoup influencé non seulement le peuple américain, mais également donc le monde entier. Beaucoup de gens ont donc suivi son compte et attendent avec hâte et impatience des nouvelles de cette personnalité clé. Deux mots maintenant sur ce diapositive suivant, c'est-à-dire les plateformes ou les outils qui servent à une communication sécurisée. Et comme je vous ai dit, c'est important, notamment au sein des relations internationales et diplomatiques par excellence, parce que on veut se protéger de l'espionnage, par exemple, ou des fuites de données, soit-elles économiques, politiques ou autres. Et on veut également se protéger des cyberattaques. Et je pense que c'est très, très important de souligner que les secrets sont importants pour protéger le bien-être du propre peuple, la population locale, mais c'est aussi important lorsqu'on a une négociation de paix, lorsqu'on voit, on essaie de rapprocher les deux parties ou plusieurs parties
qui faisaient donc partie du conflit. Et souvent, pendant les négociations, on risque d'aborder des sujets très, très sensibles. Et on ne peut publier cela euh, que au moment lorsqu'on est prêt de signer un accord ou lorsqu'on l'a signé. Et donc, ces moments vulnérables pour l'un ou les deux parties ou les parties engagées sont clés et doivent être protégés. Et donc, ici, ces outils de communication sont très, très importants. Et vous voyez ici encore une fois la gamme d'outils qu'on puisse utiliser afin de accomplir ou achever cet objectif. Le cas d'étude, je ne dirais pas trop là-dessus maintenant parce qu'on la verra un peu plus tard dans nos exemples empiriques tout à l'heure. Et je passe donc à la big data et la diplomatie, c'est-à-dire ici, j'aimerais bien que vous retenez donc un peu le processus, comment donc aboutir à une utilisation de beaucoup de données, donc des données quantitatives, afin de pouvoir mieux prendre des décisions. Et donc qui insiste sur l'identification des tendances. Donc, on doit avoir une première vue du problème ou de ce qu'on veut aborder. Deuxièmement, j'insiste ici sur donc, la collecte des données. Donc, il faut avoir les outils pour justement avoir toutes les données possibles au sujet qu'on traite. Et cela peut se faire à travers des sondages, des enquêtes. Cela peut se faire à travers donc des outils qu'on emploie en ligne pour justement faire un scraping, c'est-à-dire on est en train de récolter des données souvent automatiquement à travers, par exemple, des réseaux sociaux, à travers le site tout propre ou tout court. Et une fois qu'on a collecté, qu'on a ramassé donc toutes ces données, il faut les évaluer. Et donc, pour ce qui concerne donc le sujet ou le problème qu'on est en train de traiter, faut évaluer donc les risques et les incertitudes avant qu'on prenne en quatrième lieu donc la décision et on exécute un plan ou un feuille de route. Et lorsqu'on est en train d'exécuter ce plan, il faut forcément insister à une surveillance continue et une réévaluation des choses si on voit que la tendance change ou un autre risque apparaît à l'horizon. Et donc, c'est devenu vraiment un outil très, très efficace tant qu'on arrive bien à collecter les données, à faire une bonne analyse et donc prendre une décision rationnelle à travers cette collecte et analyse. Et donc ça, c'est quelque chose clé aujourd'hui. Il y a beaucoup de secteurs, non seulement la diplomatie, si on prend par exemple les conflits, si on prend le commerce, si on parle des échanges culturels, mais bien évidemment, si on parle du secteur de la météorologie ou de l'agriculture, tous ces domaines ont besoin donc de beaucoup de données pour avoir un résultat efficace et une bonne évaluation donc des données collectées. Et ici sera le bon moment de parler un peu des défis de cette diplomatie numérique. J'en avais déjà parlé tout à l'heure, mais un des plus grands risques, c'est vraiment cette confidentialité et la sécurité
Donc, on peut bien évidemment utiliser tous ces outils pour protéger l'ensemble de sa population. Donc, essayer d'avoir un web robuste, d'éduquer la population comment une cyberattaque peut se former, parce qu'il y a beaucoup de différents types de cyberattaques. Elle peut forcément cibler directement et aller droit au but et au cœur de la défense nationale, c'est-à-dire, par exemple, des hackers peuvent directement attaquer un centre ou un aire de défense du militaire et de la défense nationale. Et donc, du coup, ici, ça touche moins la population générale directement, mais bien évidemment, si le système de défense a été désarmé par un ennemi ou une force extérieure, la conséquence pour la population nationale est bien évidemment très grave parce qu'ils sont vulnérables et il n'y a pas de défense sur place. Mais ces cyberattaques peuvent également se faire directement vis-à-vis le consommateur. Et donc, on peut ici voir, par exemple, des problèmes de transport. On a eu un bug avec Microsoft dernièrement où beaucoup de vols n'ont pas pu décoller parce que le système était à plat. Et cela a forcément également touché au transport. Donc, le système, par exemple, d'Amazon ou la Poste n'a pas pu faire son travail. Donc, ici, plutôt côté civil que militaire. Deuxièmement, donc la désinformation et manipulation. Moi, j'ai parlé de la propagande tout à l'heure, mais forcément la dissémination de fausses informations par des acteurs qui peuvent être étatiques ou para-étatiques, c'est-à-dire ils peuvent travailler sous, sous une couverture, mais qui peuvent toujours être liés à un ou plusieurs gouvernements qui veulent avoir ou gagner une mainmise sur des ressources ou sur un autre pays. Et on parlera tout à l'heure un peu du conflit en Ukraine, qui est encore une fois un exemple clé dans ces questions très importantes. Et donc, bien évidemment, ce qui manque encore aujourd'hui, et vous l'avez sans doute suivi dans la presse, les efforts sont énormes en ce qui concerne, par exemple, de trouver une régulation quant à l'intelligence artificielle. Pour l'instant, on est encore loin d'un ensemble d'acteurs internationaux qui se mettent d'accord sur des normes qui peuvent être sanctionnées s'il y a violation. C'est un peu comme les négociations climatiques. Les plus grands succès qu'on a eu ici, c'était donc grâce à un renforcement d'une idée capitaliste ou de faire entrer le marché derrière les questions climatiques. Donc, le fameux cap and trade, donc c'est le commerce des émissions. Et donc, avec l'intelligence artificielle, on voit un peu un phénomène similaire, c'est-à-dire les États, comme par exemple l'Europe, un ensemble de plusieurs États, ou les États-Unis encore, ou même la Chine, avec chaque entité qui a donc sa propre logique, ses propres objectifs et forcément soit de l'ordre, ils veulent globaliser et accéder aux marchés globaux donc pour promouvoir leur propre
intelligence artificielle et les créations qui viennent avec, ou bien pour justement protéger leur territoire et leur sphère d'influence, comme par exemple les 27 en Europe, où l'Europe même, les entités gouvernementales se sont mis d'accord sur un plan, donc sur une codification, sur des normes, sur l'intelligence artificielle, parce que c'était dans leur intérêt de vouloir bien protéger le marché et l'ensemble donc du développement et de la recherche dans ce domaine-là. Donc, tenez cela en tête lorsque vous abordez ces questions-là. Passons maintenant un peu à quelques études de cas et j'aimerais bien commencer par les réseaux sociaux que j'ai mentionnés tout à l'heure. Ici, j'aimerais bien parler donc d'un usage à travers un pays qui veut influencer l'opinion publique mondiale. Et ici, on peut parler donc de la crise en Ukraine qui, depuis 2014, a posé beaucoup de problèmes et qui continue aujourd'hui à travers donc cette guerre à être un véritable casse-tête. Il faut donc comprendre les acteurs qui font partie de ce contexte. Et bien évidemment, ici, on a l'Ukraine et la Russie, et bien évidemment la communauté internationale en gros, avec différents pays qui soutiennent différents acteurs impliqués dans cette affaire. Mais aussi les médias internationaux et les ONG, par exemple comme tous les journalistes, les organisations de droits de l'homme et les analystes qui ont utilisé donc ces réseaux sociaux pour partager toute information et les analyses et témoignages. Et donc, l'Ukraine, par exemple, grâce à une stratégie de communication efficace sur les réseaux sociaux, a réussi à attirer l'attention mondiale sur cette crise. Et donc, elle a obtenu le soutien international. Bien évidemment, il y a des hauts et des bas et on a très bien vu que même si le président Zelensky a essayé de faire appel aux grandes puissances comme la France, comme les États-Unis et l'Europe et autres. Le soutien donc de ces pays n'est pas forcément le plus rapide, mais il est là néanmoins. Et quant à la Russie, par exemple, elle a utilisé ces réseaux sociaux pour justement promouvoir sa propre version des événements. Et donc, elle a su dénigrer le gouvernement ukrainien et cultiver un soutien à la maison qui a aussi ses propres acteurs internationaux, comme par exemple la Corée du Nord, la Chine et même au sein de l'Europe. Il y a des pays comme l'Hongrie qui sont plus favorables à la politique menée par la Russie au sein de l'Ukraine. Et bien évidemment, tout appareil de propagande que le gouvernement russe a utilisé à travers sa propre population. Donc, ces campagnes, si on regarde un peu les sanctions et le soutien international, ont vraiment influencé les perceptions publiques et politiques au sein de l'Occident, qui ont donc facilité la mise en place de sanctions économiques contre la Russie et ont donc renforcé aussi le soutien politique et matériel pour l'Ukraine. Et donc, la bataille de narratif sur ces réseaux sociaux se fait toujours et se fait notamment pas seulement au plan ukrainien, mais au plan global. Et ça affecte bien évidemment les relations diplomatiques
et politique entre tout pays qui est donc proprement impliqué dans cette affaire. Et quelques exemples clés ou campagnes notables, c'était le hashtag United for Ukraine, une campagne qui a été lancée pour montrer la solidarité internationale avec l'Ukraine, utilisant donc ces hashtags et des vidéos et photos pour sensibiliser et mobiliser du soutien. Et bien évidemment, la propagande russe que je venais déjà d'aborder tout à l'heure. Donc, pour en terminer sur le premier cas d'étude ici, l'analyse et les leçons apprises sont de trois parties. Premièrement, il est important de vraiment noter l'importance et le pouvoir des réseaux sociaux afin de mener la politique. Et cela, même si c'est le cas au plan international, comme vous avez vu ici, ça veut dire que si vous menez une campagne politique à la maison qui est purement locale ou régionale, elle a un impact dès qu'on arrive à ramasser une audience, donc à mobiliser son soutien à travers donc les participants sur ces réseaux qui vous suivent, qui savent ce que vous faites. Et donc, l'importance aussi qu'on donne à la vérité aux faits. Donc, ça veut dire il y a, comme j'ai dit, le risque de désinformation et de manipulation. Et là, encore une fois, l'effort fait par des journalistes notamment qui sont en train de démonter toute campagne de désinformation des acteurs tierces ou même de l'État russe qui désinforme sa propre population et qui veut également infiltrer les plateformes et donc les discussions au sein des pays occidentaux. Et là, encore une fois, ce travail de vérité et de souligner les faits qui sont très, très importants. Et dernièrement, le troisième point, c'est donc la sensibilisation et la mobilisation qui peuvent se faire à travers vraiment ces plateformes clés. La deuxième ou le deuxième cas d'étude que j'aimerais bien évoquer pour aujourd'hui dans cette séance, c'est l'usage du big data et la diplomatie à travers la pandémie du COVID-19 qui a donc touché le monde entier à partir de 2019 et qui, même si on a surmonté la crise en général, qui a toujours un impact aujourd'hui. Et j'aimerais bien faire cela à travers le gouvernement de Singapour, parce que celui-ci a utilisé des techniques avancées de big data pour donc suivre la propagation du virus, a analysé donc toutes les données de santé publique et a su prévoir les besoins en ressources médicales pour sa population. Donc, à vrai dire, Singapour, c'est un État assez petit si on compare par exemple avec la Chine ou les États-Unis ou l'Europe, mais c'est quand même très, très efficace de leur part, comme les agences de santé publique, pardon, ont su donc collaborer avec les différents ministères et les centres de contrôle de santé et de contrôle de maladies pour justement collecter des données et les analyser. Et grâce aux entreprises technologiques, donc comme GovTech, qui ont utilisé et donc d'abord créé des outils pour collecter des données en masse, et, mais après qui les ont mis à disposition pour la société en général. Et lorsqu'il y a donc cet lien entre citoyens, gouvernement
et technologie, ça devient une symbiose et ça peut devenir donc un outil très, très efficace pour pouvoir lutter contre une crise comme celle du COVID-19. Et encore une fois, ici, un rappel au challenge, au défi ou la problématique. Et on l'a vu en Chine et on a entendu aussi des voix critiques quant au gouvernement de Singapour parce que c'est vrai que dans des pays démocratiques, beaucoup des gens, la population en général, avait eu vraiment du mal à suivre les lignes directrices des gouvernements. Tandis que dans des gouvernements plus autoritaires, autocrates, le peuple n'a pas forcément eu le choix. Et dans des pays comme le Singapour, ça s'est passé de manière assez efficace avec la question à quel coût, à quel prix. Mais ce qui reste à vraiment souligner encore une fois pour la question de la pandémie, donc il y a beaucoup de chercheurs, beaucoup d'analystes qui disent que tout ce qu'on a gagné à travers cette collecte énorme de données et grâce aux efforts collectifs pour trouver des nouveaux formes de vaccins et les vaccins de RDNA, c'est énorme. C'est vraiment une invention qui a révolutionné donc, le monde de la santé publique. Et aujourd'hui, le problème, c'est même si on a toutes ces données, je vous ai dit tout à l'heure dans le cycle du Big Data, la cinquième démarche était la surveillance et la réévaluation si nécessaire. Et donc ici, beaucoup d'analystes et beaucoup de chercheurs disent que on a tout ce qu'il nous faut. Pourquoi ne nous sommes pas prêts pour la prochaine pandémie? Parce que la réponse toute courte, c'est cela a un coût et s'il n'y a pas de crise, on essaie de déployer donc les fonds différemment et c'est pas forcément la meilleure mise en place et le meilleur traitement ou la réévaluation des données qu'on a depuis cet événement. Quelques mots donc aussi sur la gouvernance numérique. Donc, ça rentre très bien dans ce que je viens de dire sur les problèmes qu'on a vus avec la santé publique globale. Bien évidemment, et vous verrez ça dans l'exercice que je vous donnerai pour cette semaine, songez à ce que ces outils numériques et tous ces outils technologiques puissent vraiment être l'ange gardien du monde et améliorer les conditions pour les êtres humains, ou est-ce que c'est peut-être un ange gardien à deux vitesses ou qui connaît certainement une perspective de classe, c'est-à-dire si on a un pays avancé qui peut se permettre de dépenser et d'alloquer beaucoup de ressources dans ce domaine de recherche, cela fait que ce pays aura une protection pour sa population, pour sa nation. Mais un pays qui n'a pas les moyens reste derrière et n'arrivera pas à engendrer donc, et à bénéficier des mêmes succès qu'un pays qui a les ressources nécessaires. Et donc, ici, encore une fois, pour que cette gouvernance numérique soit efficace, il faut souligner que les partis qui participent et qui font partie donc, de cet ensemble doivent se faire confiance et doivent le faire dans un esprit de responsabilité, de respect
et de transparence. On parlait de confidentialité, oui, mais on arrive aussi quand même à créer un niveau de transparence, même si certaines questions ne peuvent pas toujours être abordées publiquement. Et donc, encore une fois, ici, l'ONU, l'Union européenne et autres acteurs en Asie véritablement ont le devoir et ont cette responsabilité de devoir songer à des mises en place pour une régulation donc de ces technologies clés. Et on parlait tout à l'heure de l'intelligence artificielle, mais donc il y a beaucoup plus que juste le IA. Et vous voyez ici, par exemple, des, des efforts collectifs pour avoir un meilleur monde numérique, donc le cyberspace, qui est beaucoup plus sécurisé, et on essaie de renforcer à tout niveau la coopération. Et pour retenir les grandes lignes de notre session aujourd'hui, j'aimerais bien que vous vous rappelez donc a véritablement cette nécessité à ce que les diplomates d'aujourd'hui et tout fonctionnaire qui travaille dans le public soient à la hauteur donc de ces technologies, qu'ils soient vraiment intégrés au sein du travail quotidien et donc de s'adapter, mais de ne pas s'adapter à ces technologies de manière aveugle, mais non, d'avoir l'esprit critique. On parlait de littératie numérique, donc de l'intégrer au sein du processus de travail, mais pour faciliter les tâches de travail. Et donc, quelques mots sur l'avenir de la diplomatie numérique. On voit très bien que les technologies et notamment les outils numériques peuvent avoir un impact énorme, comme je vous ai dit, au sein des négociations de commerce, de mieux pouvoir trouver des solutions un peu plus rapidement et des solutions peut-être aussi plus intégrales. Et donc, ce qui fait qu'on a moins de pertes de temps, on peut passer plus de temps à renforcer le lien, la collégialité, les liens entre les êtres humains, les participants pendant ces négociations, et donc justement faire confiance, mais tout dans un cadre avec je dirais, un bon sens de mépris ou un sens critique des choses pour ne pas tomber victime, comme encore une fois, aveugle de cette technologie, d'en faire entièrement et sans aucun une critique, se montrer loyal à ces technologies, c'est également problématique parce que, comme on a vu, ça pose aussi des problèmes de manipulation du public et de désinformation du public. Donc, je vous invite ici à la fin de réfléchir un peu sur quelques grandes lignes de cette problématique. Une, c'était vraiment quelle principale menace de cybersécurité, par exemple, est-on confronté lorsqu'on parle de diplomatie numérique? Et comment peuvent-ils, c'est-à-dire les diplomates, atténuer les risques de désinformation dont on a parlé tout à l'heure? Et a-t-il des considérations éthiques, en fin de compte, contre cette utilisation du IA et du big data? Donc, avec ceci, allez-y aussi sur votre plateforme d'exercice. Je mettrai cette vidéo en ligne tout à l'heure et je vais vous envoyer le message par WhatsApp avec le lien
et bien aussi le lien avec l'exercice. Bonne continuation et je vous souhaite un beau week-end et en plus, on se voit donc mardi prochain. Au revoir et bonne journée.